l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Jean de La Fontaine, écrivain français pendant le siècle de Louis XIV, dans un contexte historique où l'arbitraire des cours de justice était dominé par des grands auteurs qui rusent avec la censure, a pour sa part écrit ceci: selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Bonne méditation en cette journée du 3 septembre 2019. Bienvenue à cette deuxième convocation de la 4e saison de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, puisque nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement préalable. Merci de votre fidélité à ce programme. Je suis Loukman Sanfo. Merci de nous suivre à la radio et à la télé. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Merci de votre fidélité. Ce matin, disons bonjour très rapide aux juges au siège, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Vous faites office de juge au siège à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci aussi de votre fidélité à ce programme. Encore une fois, on le dit et on ne cessera de le dire pour cette fidélité sans cesse renouvelée. Alors, ce matin, puisque vous savez que le procès du putsch manqué de 2015 a livré son verdict dans la matinée d'hier, 2 septembre 2019, et bien entendu, la majorité des mis en cause sont chutés désormais sur leur sort. 20 ans de prison ferme pour le général de brigade Gilbert Diendéré et également 10 ans de prison ferme pour le général de gendarmerie, Gibril Bassolé. Immédiatement, vous savez que la partie civile s'est dite satisfaite de ce procès qui, pour elle, doit faire cas d'école. Mais vous savez aussi que les avocats de la défense, quant à eux, attendent de consulter leurs clients en vue de faire appel ou non. Le tribunal de l'actualité, votre émission, toujours dans son élan de justesse, de l'information et de liberté d'expression, a décidé donc de donner la parole à l'ensemble des acteurs de ce procès historique. Et ce matin, c'est un représentant de la défense qui est entendu par les juges de siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et c'est maître Mathieu Sommet qui est accepté en tout cas à se porter à l'exercice. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Loukman. Merci de répondre à notre convocation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Vous êtes avocat, en tout cas un des conseils du général Diendéré dans ce procès. Merci de votre disponibilité, mesdames, messieurs. Voici la première partie de l'émission avec les juges au siège, les avant-propos donc. Avant d'entendre notre convoqué, nous passons la parole aux deux juges au siège pour nous formuler des sujets d'actualité à travers les avant-propos. Commençons par Bernard Boukma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la lutte contre la divulgation des animaux qui a commencé, qui a repris, parce qu'à Ouagadougou, il fut un temps où l'opération se poursuivait. À un moment donné, les uns et les autres savaient que ce n'était pas
ça ne devrait pas se faire. Donc laisser ces animaux-là errer, et puis ça crée beaucoup de soucis. Bon, mais après, les choses ont continué, la nature a repris ses droits, et donc c'était devenu très difficile. Vous prenez ceux qui habitent vers la part droite, ils vous rendront témoignage. Vous prenez le 1200 logements, c'est pareil. Vous partez également vers la zone de Gunguin. À un moment donné, c'était devenu très difficile pour certains riverains. Et donc, certains bœufs trouvaient d'ailleurs le malin plaisir d'occuper le macadam, se reposer, ruminer, et puis se lever tranquillement, continuer, et puis laisser la boue sur le macadam. Bon, vraiment, c'était pas joli à voir. Donc, pour une capitale, ça perturbe la circulation. Et puis, quand c'est des bœufs, vous arrivez, c'est un troupeau, vous ne voyez même pas les bœufs, c'est des cornes, vous voyez. Donc, imaginons tout le stress de la circulation, toute la peur. Il y en a qui ont vraiment peur des cornes, pas du bœuf, des cornes. Parce qu'ils ne voient pas un animal, ils voient une attaque, ils voient des cornes. Et ça, déjà, en circulation, c'est compliqué. Vous êtes au volant, vous êtes au guidon de votre motocyclette, et puis vous voyez cela, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est difficile. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé même de vous arrêter, demander pardon à l'animal pour qu'il dégage pour que vous puissiez passer. Le berger, lui, il est à côté, il a croisé les mains, il regarde. Et si ça chauffe, lui, détale. Donc, débrouillez-vous. Donc, je pense que c'est une opération qui est très bien. C'est vrai qu'elle n'est pas venue plus tôt, mais c'est déjà bien, c'est à saluer. On espère que l'opération sera maintenue. Parce qu'à un moment donné, on se demandait, mais où est passée l'autorité communale? C'était devenu très sérieux. Donc en même temps, c'est une interpellation aux propriétaires de ces animaux-là aussi de s'assumer. Mais le propriétaire a raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui administre la cité, qui administre la ville, et qui au premier point devrait pouvoir s'assumer en fonction et qui suit la marche. Donc je pense que c'est à l'autorité également de gérer la situation avec plus de fermeté et plus de responsabilité. Merci bien. Merci de nous partager cette information, juge de l'actualité Bernard Bougma. À présent, c'est Geoffroy Vaha qui prend la parole. Merci, Président. Moi, je vais aller au Gabon et puis nous intéresser à la question souvent très épineuse de nos chefs d'État et de leur état de santé. Et lorsque des doutes sont émis sur leur capacité à gouverner, très souvent, c'est des sujets difficiles à aborder. Et au Gabon, on l'a compris encore plus parce que je pense qu'il y avait 10 personnes, c'est des politiques, des personnes issues du monde syndical et d'autres, qui avaient décidé d'aller en justice pour poser le problème de la capacité du président Ali Bongo à continuer de gouverner, étant entendu que l'homme avait, après son AVC, passé quand même pas moins de 5-6 mois sans apparition publique, et voilà, ça posait quand même assez problème. Et quand ils ont tenté, il y avait d'abord un tribunal de première instance qui a dit que c'était à la Cour constitutionnelle, après saisie par le gouvernement ou les deux chambres du Parlement, de constater que le président était dans l'incapacité de faire ceci ou cela. Et il y a eu une autre porte qui s'est ouverte, c'est du côté des Libreville, avec une cour d'appel qui avait décidé donc d'ouvrir le dossier, mais la Cour de cassation qui a coupé net avec le feuilleton qu'on avait déjà vu s'ouvrir pour dire c'est même pas la peine d'écouter ces 10 personnes-là qui posent le problème de la capacité de Bongo à diriger le pays. Donc je veux dire, il y a des sujets comme ça qui sont délicats, qui sont très difficiles et sur lesquels on est souvent taiseux. Je me rappelle d'un sujet, d'un article de Jeune Afrique là-dessus, nos chefs d'État malades. Et quand vous lisez les quelques révélations qu'il y a, vous comprenez que c'est pas simple. On est quelquefois gouverné par des malades, mais c'est la réalité. Et on a écrit dans nos constitutions, noir sur blanc, des façons d'encadrer les choses, mais sur le terrain, il faut dire que ça souffre de certaines applications parce que c'est encore plus complexe. Tout revient et tout est reversé dans le politique et ça devient encore plus difficile. Aujourd'hui, les Gabonais se posent la question de savoir est-ce que c'est celui qu'on a eu à élire qui nous gouverne, ou bien c'est des gens qui sont derrière qui tirent les ficelles. La question continuera de rester posée, mais là, pour moi, c'est un feuilleton qui est fermé, mais ça donne encore la réalité que sous le continent, il y a des sujets qui restent tabous, il y a des sujets qui restent difficiles à aborder, même par notre justice. D'accord. Merci donc à tous les deux de nous partager votre lecture de la situation, on va dire, générale, nationale et internationale à travers ces deux sujets que vous avez évoqués tout à l'heure.
Alors, à présent, nous allons auditionner notre convoqué. Et comme vous le savez, c'est donc ce 2 septembre 2019 que le tribunal militaire de Ouagadougou a annoncé son verdict dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Un procès marathon, vous le savez, qui s'est déroulé sur près de 18 mois avec 84 accusés dans le box, dont les généraux Diendéré et Bassolé, qui étaient poursuivis en tant que principaux commanditaires et pour qui le procureur avait requis, vous le savez aussi, la prison à vie, mais au terme du jugement de ce procès manqué qui a tout de même fait 14 morts, il ne faut pas l'oublier. Ces derniers écopent respectivement de 20 et 10 ans de prison ferme, des peines visiblement moins lourdes que celles requises par le parquet. Comment les acteurs ayant assuré leur défense apprécient la tenue de ce procès jusqu'au présent solutionnement? On en parle avec notre convoqué, Maître Mathieu Sommet. Encore une fois, bienvenue. Nous allons parler du fond et de la forme de ce procès marathon. Tout ce qui est de la forme, on voyait comment est-ce que le procès a été convoqué. On était parti avec des suspicions fortes. Vous craignez, on va dire, une justice aux ordres. Alors aujourd'hui, on a vu quand même, on a pris tout le temps nécessaire, 18 mois, pour entendre les différentes parties. Est-ce que on peut dire que l'esprit de l'État de droit a été respecté dans ce procès, dans sa forme? Oui, votre appréciation d'entrée. Par rapport à la tenue du procès, oui, l'esprit a été respecté. Mais n'oubliez pas que c'est un dossier qui a été soumis à l'appréciation du tribunal. Et ce sont les pièces de ce dossier que nous avons discutées pendant les 18 mois. Ces pièces, on les a recueillies comment? Ça commence par l'enquête préliminaire au niveau de la gendarmerie. Comment ces pièces ont été rassemblées? Ça nous a posé problème. Au niveau du juge d'instruction également, nous avons estimé qu'il y avait des principes qui n'étaient pas respectés. Donc ça nous a posé des problèmes. Et également, le mode de désignation des juges a posé problème. Donc ce sont ces éléments qui ont été les incidents qui ont émaillé toute la procédure, tant excusez-moi, au niveau de l'instruction qu'au moment de l'ouverture du procès. Voilà sur la forme les problèmes qu'on a eus et qui nous ont amenés à douter, parce que c'est pas comme dans le système anglo-saxon où l'accusé et son avocat constituent leur dossier et puis le procureur constitue son dossier et on a une audience de confrontation et d'échange. Ici, c'est un dossier constitué en enquête préliminaire par les officiers et agents de police judiciaire, ça peut être les gendarmes ou les policiers, sous le contrôle du procureur du façon et la surveillance du procureur général. C'est ce dossier qui remonte au niveau du juge d'instruction qui, lorsque la question est complexe, ouvre une information. C'est une enquête beaucoup plus approfondie. Et il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter pour qu'il y ait un procès équitable. Il faut respecter la présomption d'innocence, il faut respecter les modes d'accomplissement des différentes mesures les mesures qu'il faut prendre, à savoir par exemple l'expertise, les perquisitions, etc., etc. Donc, c'est à ces différents niveaux que les incidents sont sortis. Si vous avez remarqué, un point central que nous avons contesté, c'est comment on a expertisé l'ordinateur du général Gilbert Diendéré. On va revenir là-dessus. On va revenir certainement. Vous avez dit quelque chose d'assez important, la présomption d'innocence. C'est vrai que pour l'opinion, pour les citoyens lambda, le coup d'État c'est un fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc les acteurs aussi sont d'office connus et selon eux ils sont déjà coupables. Peut-être qu'ils s'attendaient seulement au verdict, aux peines qu'ils allaient écoper. Aujourd'hui, au cours de ce procès aussi, on avait vu qu'il y avait toute la vérité, la part de vérité que ceux-là que vous avez défendus avaient en tout cas promis dans ce procès. Finalement, certains ont eu l'impression qu'il y a eu un peu de langue de bois. Est-ce que c'est sur vos instructions? Quelle était la posture adoptée dans ce procès, finalement? Bon, est-ce que vous étiez parti avec l'intention de livrer toute la vérité ou bien c'était de se tirer d'affaire? Non, ce n'était pas dans l'intention de se tirer d'affaire. C'est ce que nous avons toujours dit pour ce qui concerne le général Gilbert Diendéré. Il avait toute la latitude de quitter le pays quand les choses ont commencé à se présenter autrement. Mais il est resté pour répondre. Donc ce n'est pas pour occulter quoi que ce soit. On voulait s'expliquer devant la justice de notre pays et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand vous dites coup d'État, tout le monde sait ce que c'est, mais en droit, il y a une définition. Évidemment. Et voilà, et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qualifier les faits, parce que
Chez nous, c'est des faits qu'on vous expose, ou bien c'est des faits que vous avez vus, et il faut qualifier. C'est comme chez le médecin, quand vous décrivez un mal, il pose un diagnostic. Si le diagnostic n'est pas bon, vous êtes malade, tout le monde le sait, mais vous ne serez pas soigné. Chez nous, quand on rate la qualification juridique, on va appliquer un régime juridique qui ne correspond pas à la réalité, et en ce moment, on est obligé de constater que ce n'est pas ça, et tirer les conséquences pour dire que l'infraction n'est pas constituée. Ça a été le cas, l'exemple que j'ai donné dans les plaidoiries, ça a été le cas de Babo, où tout le monde a vu ce qui s'est passé, il y a eu 3000 morts, mais il a été acquitté parce que tout simplement, le procureur militaire n'a pas été à la hauteur, avec les preuves, il n'a pas pu apporter les preuves qu'il fallait. Chez nous, ici, quand on a dit attentat à la sûreté de l'État, le 16 septembre, tout le monde était là. On était là. Et il y a eu des événements, moi j'appelle ça les événements du 16 septembre. Et il y a eu prise d'otages, on a arrêté le Premier ministre, le Président et puis certains ministres. Ces faits sont là, c'est des faits. Mais est-ce qu'on peut appeler ce qui s'est passé ce jour-là un attentat, on peut qualifier ça d'attentat à la sûreté de l'État? Pour le commun des mortels, c'est un coup d'État. Mais chez nous, l'attentat à la sûreté de l'État a un fondement juridique. Ils ont combiné les articles 109 et 110 du code pénal ancien, puisque les dispositions étaient beaucoup plus douces que le code pénal qui a été adopté après les faits. Et ces dispositions disent quoi? L'attentat à la sûreté de l'État, c'est le complot pour renverser par la violence un régime légal. Complot veut dire beaucoup de gens, des gens qui se sont mis d'accord pour un projet. Alors, moi j'ai dit, à ce niveau-là, quand vous regardez l'arrêt de renvoi qui a été rendu par la chambre de contrôle, c'est-à-dire l'instance qui a vérifié le travail du juge d'instruction et qui a saisi le tribunal militaire, cet arrêt n'a pas défini le régime légal. Ils l'ont fait à dessein. S'ils l'avaient défini, ils ne seraient pas amenés à qualifier les faits-là d'attentat à la sûreté de l'État. Le parquet militaire également, dans ses réquisitions du 17 juillet de cette année, a soigneusement contourné ça. Le parquet militaire n'a pas osé définir ce que c'est qu'un régime légal. Alors, l'attentat à la sûreté de l'État, dans les éléments constitutifs, on était en train, il faut les réunir pour dire que l'infraction est établie. Dans la recherche des éléments constitutifs, on a dit le complot, on a dit que les Badiel et autres se sont réunis sous le hall le jour du 16, dans la matinée. Ça peut être ça qu'ils appellent le complot. Ils se sont concertés au moins. Et ils sont passés à l'acte par la violence. Et comme il n'y avait plus un régime, ceux qui dirigeaient, ils sont allés de ce fait. Mais maintenant, moi j'ai dit, le caractère légal de ce régime de la transition, toute la question était là. Si la transition était un régime légal, l'attentat à la sécurité de l'État, l'infraction serait établie, constituée. Si ce n'est pas un régime légal, il n'y a pas d'infraction. Il faut trouver autre chose, d'autres qualifications juridiques pour qu'on puisse juger. On n'a pas dit ne pas juger. Pour vous, ils n'ont pas voulu aller sur ce terrain de définition. Ils n'ont pas voulu aller. Moi, j'ai dit, la Constitution, à son article 167, dit que tout pouvoir tire sa source de la Constitution. Tout pouvoir. Le pouvoir qui ne tire pas sa source d'elle est illégal. Donc, quand on lit ça, on vient voir, est-ce que le régime de la transition tire sa source de sa Constitution? Si oui, donc légal, donc attentat. Sinon, le régime est illégal et il n'y a pas attentat à la sûreté de l'État. On a fait cette lecture pour dire que le régime de la transition, si vous avez remarqué, depuis les 30-31, il y a eu beaucoup d'attentats à la sûreté, de vrais attentats à la sûreté de l'État. Quand le tout premier est sorti, c'était le général Nabéré, qui a suspendu la Constitution, dissous l'Assemblée. Notre Constitution était valide. Ça, ce fait déjà, est un attentat à la sûreté de l'État. Le 31, le premier, à 2h du matin, le lieutenant-colonel Isaac Sida a fait sa déclaration de prise de pouvoir. Cette déclaration est claire, où il a dit qu'à la demande
des OSC et autres, l'armée a pris ses responsabilités et lui, Zida, il l'assume. C'était un attentat à la sécurité de l'État et il a suspendu également la Constitution. Après ça, c'est le général Louguet qui est allé à la télé pour prendre. Mais on a coupé les micros, il a parlé dans le vide. Mais ça aussi, c'est une tentative qui est là. Après ça, la célébré, on l'a amené. Pour prendre aussi. Il y a eu mort d'homme. Et ces questions-là vont revenir dans le procès à venir. On va voir à qui on va imputer ça. Et celui qui a envoyé les gens en ce moment, c'était Zida qui avait le pouvoir quand ça repartait. Les morts d'hommes, on va faire la part des choses. Ok. Donc voilà les vrais attentats à la sécurité de l'État qui ont existé depuis le départ de Blaise Compaoré jusqu'à maintenant. On n'a pas fait cas de ça, on a choisi de ne pas juger comme s'ils avaient été absous. Pas du tout. On a choisi de ne pas les juger. Les gens se sont intéressés au cas du 16, c'est normal. Maintenant le 16, d'abord avant le 16, Zida, quand il a été président, ça posait problème parce que c'était un putsch. Il fallait trouver un mécanisme pour ne pas subir les sanctions internationales. C'est là qu'il a été question de rédiger une charte pour mettre en place un régime et de lever la suspension de la Constitution. Vous voyez un peu, c'est la subtilité ici. On lève la suspension de la Constitution qui reprend vie et qui règle la question de la dévolution du pouvoir. Qui dit s'il y a vacance du pouvoir de manière permanente, comme Blaise a démissionné le parti. Voilà comment le pouvoir, la dévolution du pouvoir se fait. Ça n'arrangeait pas ceux-là qui étaient intéressés à mettre en place le régime de la transition. Puisque c'est le président de l'Assemblée qui devrait venir. Ils ont mis ça de côté. Ça ne les arrangeait pas. On a eu le cas au Togo, où Nakaba, Ouattara, on l'a mis, on dit, n'attirez pas à Lomé, il a attiré au Bénin. Mais on était obligés, ils ont été plus subtils, ils sont allés le faire signer sa démission pour que le premier vice-président qui était favorable prenne et qu'il fasse ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Ça a été beaucoup plus moins soft, j'allais dire. Donc, la Constitution réglait la question de la dévolution du pouvoir. Si on l'a fait autrement, ce pouvoir qui est mis en place ne tire pas sa source de la Constitution. Et donc, ce pouvoir est illégal d'office. Et pourtant, dans la charte, quand même, dans l'énoncé, on a bien stipulé que la présente charte tire sa source dans la constitution burkinabé. Non, pas du tout. Quand vous regardez, la charte était en parfaite contradiction à tout point de vue avec la constitution. Quand vous voyez comment on désigne le président dans la charte et dans la constitution, il faut regarder, c'est pas la même chose, les députés et autres, etc. C'est une parfaite, c'est des choses antinomiques qui ne peuvent même pas se compléter. C'était de la phraséologie pour tromper les gens, c'est tout. C'était un pouvoir illégal. Et la preuve, après ça, cette charte, quand il a été question de sortir les militaires du gouvernement, il y a eu un document additionnel que l'ex-président Jean-Baptiste a versé au dossier, qui a écœuré tout le monde, ou qui a été fait. Et les signataires, c'était ceux qui avaient signé la charte. En audience, j'ai eu la chance, c'était... Après ça, le ministre d'État, le ministre de la Défense, si Sérif passait, on lui a posé la question, est-ce qu'il est au courant de ce document? Il a dit que c'était un faux. Le maître Herman Yamiogo a fait une sommation qu'il a adressée à tous ceux qui étaient censés avoir signé, qui ont dit qu'ils ne sont pas au courant, c'était un faux. Voilà donc un pouvoir assis sur des documents faux qui étaient là. Donc un pouvoir illégal. D'accord, Benabouba. Ok, il dit que le pouvoir est illégal. Il y a des éléments qui renvoient à l'insurrection populaire. Peut-être qu'au-dessus de l'insurrection populaire, ces éléments vont ressortir. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de non-dits dans cette affaire, notamment cette charte complémentaire. Aucun signataire ne se reconnaît sur cela. Donc on se dit que pendant le dossier de l'insurrection populaire, on en viendra. Donc ici vous attaquez l'attentat à la sécurité de l'État, mais ce n'est pas le seul chef d'accusation. Exact. Il y a les autres chefs, il y a les... Exactement. Et si vous voyez ce qui suit, il y a les coups et blessures. Oui, les coups et blessures. Puis la dégradation de biens. Non, oui, la dégradation de même le meurtre. Oui, le meurtre, oui. Je vais aller tenant compte de ce que j'ai défendu. Par rapport aux coups et blessures et les meurtres, si vous vous souvenez, nous avons
soulever une exception d'inconstitutionnalité de l'article 67 du Code pénal ancien que le parquet militaire a utilisé. Parce qu'une infraction pénale, il faut caractériser l'infraction pénale. Quand vous dites que vous avez posé tel acte, il faut que l'acte matériel, l'action, puisse être établi par rapport à vous. Et l'élément intentionnel, vous avez posé l'acte avec l'intention d'atteindre ce but. Parce qu'un fou, ou bien quelqu'un qui n'est pas normal, qui pose un acte, tout de suite, il ne peut pas être sanctionné pour ces raisons. Donc, intentionnellement, il faut être à mesure capable et vouloir atteindre ce but en posant cet acte. Voilà la démonstration qu'il faut faire. Mais le parquet n'a pas pu le faire. Parce que les coups et blessures et les meurtres, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas individuellement dire, par exemple, le général Gilbert Diendéré, voilà, quelqu'un à qui j'ai porté des coups et blessures, il n'est pas décédé. La personne n'est pas décédée, elle est là, non. Vous pourrez venir dire, oui, c'est X ou Y qui m'a porté ces coups et qui m'a blessé. Si on faisait cette démarche, vous allez comprendre qu'on ne pouvait pas généraliser. Les meurtres, on a critiqué aussi une faiblesse dans l'instruction de dossier, parce qu'il est ressorti, nous ne sommes pas des militaires, mais on a fini par comprendre beaucoup de choses, que les munitions qui sont distribuées ou attribuées aux différents militaires, hommes de tenue, ont des numéros, etc. On sait que telle balle numérotée tant est affectée à tel soldat ou à tel officier. Si effectivement c'est par balle qu'ils ont été tués en faisant l'extraction, on pouvait situer les responsabilités au lieu de chercher à généraliser. Ce travail n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, donc ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas prendre le maximum. C'était quelques-uns qu'on a pu voir porter des coups à travers les extraits de caméras, etc. Mais c'était des menus frétins. C'était les petits soldats qui étaient là. Mais ils n'étaient pas principalement visés. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? On a une disposition de l'article 67 qui, moi je n'ai pas vu ça ailleurs, j'ai essayé de regarder dans la sous-région. L'article 67, en France, cette disposition a été abrogée il y a plus d'un siècle, qui dit que celui qui commet une infraction X est également responsable des infractions prévisibles qui seraient la suite. Ça pose un problème d'interprétation déjà. Et même si on prend ça de manière plutôt analysée, est-ce que les coups d'État qui se sont déroulés au Burkina Faso ici, est-ce que les gens sortaient pour résister? Pour que ça soit une conséquence prévisible. Les gens ne sont jamais sortis, c'était la première fois. S'ils avaient l'habitude de sortir, on pouvait dire c'est une conséquence prévisible, quand on fait ça, les gens vont sortir et donc vous répondez de ce qui va arriver. Ce n'est pas une conséquence prévisible. Retournons en arrière. Toutes les situations qui sont arrivées, on n'a pas vu les gens sortir, les gens se terraient chez eux. Mais cette fois-ci, ils sont sortis, s'ils rappellent sur les radios, certaines radios même qui n'avaient pas de papier, d'autres ont qualifié ça de radios pirates. Ces radios, ces canaux de communication qui ont invité les gens à sortir. Moi, si j'incite des gens à sortir, qu'il y a une situation, c'est moi le responsable, plutôt. C'est pas l'inverse. Bref, c'est pas là le débat. C'était pour dire que même si on devait raisonner comme ça, il y avait matière à discussion. Et que le parquet n'allait pas s'en sortir avec nous. Mais nous avons dit, bon, s'il raisonne comme ça en disant de cette façon, c'est contraire au grand principe même du droit pénal. Parce qu'il y a les PGD, les principes généraux en la matière. Hein, on ne peut pas, tout part de là. Mais à partir du moment où on a une disposition qui va à l'encontre, et on regarde dans la Constitution, notre Constitution dit, à l'article 5, que la sanction pénale est individuelle et personnelle. Et on vient dire, bon, je vais répondre de tout ce que les autres feront après. Il y a un problème. Donc, nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour dire si cette interprétation est vraie, c'est contraire aux dispositions de la Constitution et par conséquent, une loi ordinaire ne peut pas être supérieure, s'imposer à une loi fondamentale.
Est-ce que le principe de co-responsabilité ou bien de la responsabilité de ceux dont on a l'achat ne s'applique pas ici? Non. Vous savez, il y a les co-auteurs. Vous agissez ensemble. Il y a les complices, ceux qui facilitent et autres. Maintenant, il y a deux grands principes. Il y a les infractions par commission. Je le dis parce que, c'est pas pour couper, pour donner plus de précision, il y en a qui disent qu'ils ont obéi à des ordres. Donc c'est pourquoi je pose la question. Et certains disent même si c'était un coq qui donnait les ordres, ils allaient obéir. C'est pourquoi d'ailleurs je pose la question de ça. On dit que l'ordre manifestement illicite qui est appliqué, c'est pas le supérieur qui prend la sanction, mais celui qui applique. Ah ben ils disent maintenant, cela suppose, c'est comme s'il y a quelqu'un qui dit allez-y tuer. Parce oui, qu'à les entendre, ils disent, en fait, oui, ils reconnaissent avoir commis ceci, cela, mais c'était une exécution d'ordre qui doit se faire sans bronchement ni murmure. Mais vous savez que si c'est ça, c'est pas tout le monde. Parce que les RSP qui commandaient les RSP, et il y avait des unités, et les unités avaient des responsables. Et dans le dossier, quand on regarde, ceux qui sortaient, ils disaient qu'ils sortaient sur ordre de tel supérieur connu. Mais donc, le CND avait un président qui assume maintenant la responsabilité du chef de l'État. Vous savez que quand il y a eu CND, à partir du 17, la première condition, c'était que le maintien d'ordre soit assuré par les forces régaliennes en la matière et non l'armée. Parce que pour que l'armée sorte, il faut une réquisition. Et c'est pourquoi la police et la gendarmerie ont dit, bon, après l'insurrection, on n'avait plus de munitions, en fait, les gaz et autres. Et c'est pourquoi il y a eu cet effet d'avion qui est allé chercher. Le CND n'est pas allé dans ce sens. Le CND a plutôt dit non, il faut que les choses reviennent à la normale. Donc, il n'y a pas de confusion possible. D'accord, justement. Effectivement, vous avez parlé de radio qui a appelé les gens à sortir. Mais je rappelle que les gens ont commencé à sortir même avant que cette radio, certains pirates disent radio de la résistance. Bon, les dénominations divergent en fonction des camps. Avant que cet appel ne soit émis et que les autres radios qui existaient ont été même éteintes dès les premières heures, mais les populations sont sorties avant même que cette radio ne commence à émettre. Bon, quand vous dites qu'il y a des gens qui ont appelé, qui sont responsables, alors que délibérément, le monsieur qui a été, le Agunguin, qui a été pris à partie devant BF1, lui dit qu'il est parti de lui-même, il a pris le témoignage qu'il a rendu, il a pris qu'il y a un coup d'État, et lui s'est levé, il part, il dit lui n'est pas d'accord, il a foncé. Il dit qu'il n'a même pas attendu un appel. Jusqu'à présent, il se demande qui l'a même envoyé là-bas ce jour-là. Donc il y a des gens qui ont... Il est allé où ça? Il partait, puisqu'il partait vers Kosiam, parce qu'il y avait un mouvement. Donc lui aussi, c'est genre un mouvement. Il dit jusqu'à présent, lui se pose la question de qui l'a envoyé, parce qu'il a pris la responsabilité sur lui, en tant que citoyen burkinabé, d'aller s'opposer. Un réflexe de résistance. Un réflexe de résistance. Donc, ça dit qu'il y a des gens également qui ont pris la responsabilité seuls, sans avoir été appelés, d'y aller. Donc il y a cette... Parce qu'il y a aussi des gens qui ont répondu à un appel, ça je n'ai pas dit non. Parce que quand il y a un appel, les gens sortent, il se pourrait. Mais les gens ont commencé à sortir avant même l'appel au niveau de la radio, qui n'existait même pas en ce moment-là. Maintenant, il y a quand même une satisfaction. Quand le procès a eu lieu avec des limites, on a vu de par le passé des coups d'État ou des soupçons de coups d'État, les gens ont été pris à 18h, le lendemain à 6h, c'était fini. Donc ça fait partie également de l'histoire macabre du Burkina. On ne voudrait plus voir ça. C'est que les choses se repassent dans les règles de l'état de droit, mais que le droit soit dit qu'on ne viole pas les droits des uns et des autres. Ça aussi, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas bien de vouloir réparer une injustice et créer encore... En commettant d'autres. Ça fait le lit de l'injustice et puis ce sont des choses effectivement à répétition. Donc moi, c'était le commentaire que je voulais faire par rapport à cette situation. Ce n'est pas une question, c'était un commentaire. C'est juste un avis. On va juste rappeler à ceux qui nous suivent en radio que nous recevons Maître Mathieu Sommet, avocat de la défense dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Avec lui, nous donnons une lecture de la défense dans ce procès. Alors, je rappelle aussi que les auditeurs et les téléspectateurs doivent comprendre un peu la démarche de ce tribunal de l'actualité, permettre aussi à ceux-là qui n'avaient pas eu le temps de suivre le procès, de voir sur quelle posture la défense a pu mener, en tout cas, ça plaidoyer. Je crois qu'on nous donne la parole à présent. Bon, maintenant qu'on sait que les verdicts sont tombés, moi je regarde un peu en arrière. Quand on parle de ce coup de force-là qu'il y a eu, dans tous les cas on parle d'attentat à la sûreté de l'État, vous,
Vous disiez tout à l'heure qu'on a tous vu à la télé des gens arrêtés, voilà, un conseil des ministres et tout. Bon, c'est vrai qu'on a vu des gens arrêtés ou on a arrêté, c'est très impersonnel. Et le but du procès, c'est bien ça, c'est de mettre des visages derrière et de mettre des responsables. Et le problème aussi, c'est qu'on l'a tous vu à la télé. Vous êtes chargé de défendre ces messieurs-là. Est-ce que, c'est vrai que vous avez une ligne, une stratégie lorsque vous y alliez, mais au regard du fait que tout le monde voit des acteurs qui comment dire, ça parade à la télé sur un fait qui sera jugé, vous n'allez pas fragile? Non, non, pas du tout. Et puis, vous voyez ce que je veux dire. On a vu, d'accord, mais il ne faut pas vous éloigner de la loi. Je vais vous donner un exemple avant de revenir au sujet. Vous savez qu'on dit que le vol, c'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Donc il faut que ça soit frauduleux à l'insu. Ça a évolué à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle le braquage. On vient, ce n'est plus frauduleux, c'est face à face, je suis plus armé que vous, je récupère. Ces personnes étaient relaxées parce que tout simplement, les éléments constitutifs du vol n'existaient pas. Donc on a été obligé de faire évoluer la loi pour créer ce qu'on appelle le vol qualifié. Et on est passé maintenant même à d'autres dispositions. Il y a des dispositions sur le grand banditisme. Donc c'est pour vous dire que ce que nous voyons, nous comprenons, nous avons des textes qui régissent notre vivre ensemble. C'est autour de ça que nous devrons raisonner. Et non, c'est pas ce que, par rapport à ce que chacun pense. Si c'est ça, on ne va pas s'en sortir. Si on a mis des règles, il faut tout ramener autour de ces règles pour dire l'analyse là, comment on fait. Le texte, il dit quoi? Ça s'appelle quoi? Maintenant, si j'ai dit que c'est ceci et ce n'est pas cela, qu'on en tire les conséquences. C'est pourquoi j'ai dit ici, c'est vrai, on a vu des gens arrêter par exemple le Premier ministre, le président. Mais, pour moi, ça peut être une prise d'otage. La prise d'otage est plus indiquée que ça, non? C'est une question de qualification. Voilà. Ça peut être, je dis, je n'ai pas dit de dire ça, ça peut être une prise d'otage. Mais dire que c'est un attentat à la sécurité de l'État, ça a suscité le débat que nous avons mené. Maintenant, on ne nous a pas suivis. Sur la question de savoir, y avait-il un régime légal, nous allons voir la motivation du tribunal militaire sur cette question. Nous allons voir la motivation du tribunal militaire sur cette question, parce que nous avons beaucoup de décisions sur le plan sous-régional et international, et des textes internationaux qui nous précisent les données. On va regarder et c'est en fonction de ça, si nos clients le veulent, les recours seront exercés. Nous avons 15 jours. Voilà. C'est vrai qu'au départ, ce qui était comme l'épée de Damoclès, c'était la prison à vie. À la fin, c'est 20 ans ferme pour Diendéré, 10 ans pour Djibril. Bon, les autres aussi, on voit un peu. À la fin, il y a, je dirais pas petite satisfaction ou quoi que ce soit, mais c'est totalement une grosse déception. Ou comment ça a été vécu par les concernés? Bon, d'abord, je vous dirais que dès le début, il a été retenu contre le général Gilbert Diendéré 10 infractions. Au sortir de l'instruction, on a pu faire éliminer 5, il ne restait que 5. Et c'est avec les 5 incriminations que nous sommes allés en jugement. On a pu faire tomber le crime de trahison, qui est le crime qui est sanctionné le plus gravement. C'est-à-dire la sanction est plus importante que la sanction dans l'attentat à la sûreté de l'État. On a pu faire tomber ça. Ce qui est resté, c'est inciter les soldats à la désobéissance. C'est discutable, parce que à ce niveau, c'est pas ça. Ensuite, les coups et blessures, on a posé le problème, où le parquet n'a pas caractérisé les infractions. Mais ils l'ont retenu, c'est leur décision. Et l'attentat à la sûreté de l'État, le débat se mène toujours. C'est en cela qu'on a prévu les doubles degrés de juridiction pour qu'on puisse, quand on le veut, continuer le débat. Voilà. Le premier juge, c'est un humain, c'est des humains, ils peuvent se tromper. Voilà. Si vous regardez la composition, c'est 2 magistrats professionnels et puis des militaires. Donc, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas compétents, mais bon, c'est l'intime conviction, c'est oui ou c'est non. On a essayé de prévenir ça dès le début en disant ce que c'est que l'intime conviction. Il ne faut pas s'asseoir comme ça et puis raisonner comme celui qui était dans la rue, qui a une lecture, une qualification à lui. Non, l'intime conviction, c'est fait sur la base des éléments contradictoirement discutés devant le juge.
On a rappelé tous ces principes parce qu'on savait que bon, s'il y a des non-professionnels dedans, tout ça, il faut rappeler. Mais bon, on l'a fait, on est arrivé à ce niveau. C'est pas une satisfaction totale, mais quand même on évolue et le reste on verra quoi. Et il y a une dernière question sur les propos que vous avez tenus. Vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on appelle à sortir, si des choses se passent, c'est nous qui sommes responsables. Donc parce qu'on a appelé à sortir, que des militaires tirent sur des gens, c'est ceux qui ont appelé qui sont responsables. Non, en fait quand les militaires sont dans la rue, on vous appelle à aller contre eux, ils sont dans leur position. Quand ils sont sortis, ils ne sont pas allés dans les domiciles des gens. Ce que j'ai vu, ils ne sont pas allés dans les domiciles des gens. Si des gens, certaines personnes les incitent la population à sortir pour aller, c'était pour aller à Kosiam. Ils étaient arrêtés, vous allez les affronter. Celui qui a incité à l'origine, la responsabilité à l'auteur intellectuel, c'est celui qui les a incités. Même s'il n'est pas là sur le terrain, il est auteur intellectuel. Et même quand il n'y a pas, et même dans les blessés et tout, il n'y a pas que des personnes qui sont sorties. Il y a eu des dommages collatéraux, on sait tout ce qui est passé. Mais quand il y a un cafouillage, il y a ce que vous appelez balles perdues. On a vu ça en 2011, etc. Des gens, les balles qui sont tombées par le toit, blessés des gens, tout ça. Bon, quand il y a un cafouillage, tout arrive. Parce que quelqu'un a tiré, qu'il y a eu des balles perdues. C'est parce que quelqu'un a tiré, non? Mais écoutez, imaginez-vous, moi Mathieu, je suis armé, on vient me provoquer. Oui, je sens que si je me défends... Quand on vous écoute, on a l'impression que c'était des militaires qui étaient dans des postes bien calés comme à l'habitude, et puis des gens sont venus leur tomber dessus. Non, selon ce qu'on a compris, ils étaient positionnés vers Ouaga 2000 à l'hôtel et puis vers BF1. Ah, vous ne voyez pas les patrouilles à Ouaga? Les patrouilles qu'ils faisaient? Vous disiez... Non, en fait, selon ce qu'on a compris, ils étaient positionnés dans des zones d'abord. Les patrouilles ont commencé lorsqu'il y a eu la situation de cafouillage. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En fait, non, je ne suis pas d'accord parce que j'étais dans un service. Moi, je vais vous dire. Moi, j'étais à Dano. Oui, je ne suis pas d'accord avec Maître. C'est qu'effectivement, quand la rumeur est sortie que le Conseil des ministres a été perturbé, que des personnalités étaient prises en otage et retenues là-bas et que tout était flou, ce n'est même pas les gens qui sont sortis pour aller d'abord vers les soldats. Il y en a qui ont déjà pris position dans certaines artères de la ville. Je vous dis oui, des soldats. Je me suis adressé à des soldats devant mon service où j'étais avant. Ils sont venus, ils ont pris position. On se demande qu'est-ce qui se passe. Mon patron dit va leur donner le téléphone, je vais demander ce qu'il y a. Et je suis allé. Non, j'arrive. Ils sont partis, ils sont revenus. On a fermé. Armes à l'appui. Il y a des engins qui ont été calcinés, personne n'est allé vers eux, c'est eux qui sont venus vers le service. Plusieurs radios ont subi, mais ce n'est pas la radio qui est allée vers eux. Mais quand ils sont venus, c'est pas dit fermez, allez à la maison. Et de la violence. Donc, ça c'était les premières heures. Ça, en fait, là j'ai dit, il faut également relativiser. Que des gens soient allés les provoquer, oui, mais et à l'hôtel Laïco, le jour de l'annonce de la bonne nouvelle. Mais Laïco, c'est pas un camp, c'est pas une caserne. Il y a des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont été également violentés. Donc, il y a dit oui, ils ont été provoqués, oui, ça c'est vrai, peut-être, c'est en fonction de la situation, mais il y a des moments où ils ont rejoint des gens également pour violenter. Il faut également... Lorsque les chefs d'État sont arrivés, je crois. Oui, il y a un qui est parti, un qui était resté pour apporter une bonne nouvelle. Voilà. Et les gens étaient venus pour accueillir la bonne nouvelle. Je vais faire une précision. Moi, j'étais à Dano, mais ce que j'ai entendu à Laïco, par exemple, je pense que il y avait les politiciens qui s'étaient mêlés avec des militants parce que les cas des Faisal qui étaient, bon, on a dit qu'ils étaient vers le rond-point des martyrs, etc. Est-ce que c'est pas cette situation qui a créé les et qui a fait que certains sont allés jusqu'à Zorgo? Je ne sais pas. Non, mais ceux qui sont allés jusqu'à Zorgo. C'est là où j'ai dit provocation, oui, mais il y a des moments où des gens ont été rejoints sur leur bas sans avoir demandé quoi que ce soit. Ce que j'ai dit est qu'au départ, selon ce que j'ai appris, au départ, ils étaient dans des positions. Et ils ont été obligés de réagir parce qu'il y a eu la provocation. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et nous avons aussi au cours du procès, bien sûr, ce n'est pas le tout qui était provocation. Il y a certains, quand on les a interrogés, par exemple ceux qui sont allés à Zorgo, on a suivi ce qui s'est passé. Ils sont allés à Zorgo, ce n'était pas une provocation. Mais dans la ville de Ouagadougou, il y avait beaucoup de situations, c'était de la provocation. Parce qu'ils expliquaient quelquefois que lorsqu'ils dégageaient les barricades, il y avait des gens qui leur envoyaient des pierres dessus, etc. Bon,
écouter ces aspects-là. Déjà, on dit non à un coup d'État. Il y a des domiciles qui ont été visités, smoqués, des domiciles de politiques, des acteurs de la société civile qui ont été ciblés. Je ne sais pas si les civils se sont déplacés dans la rue, provoquer les militaires, j'ai plus. Non, en fait, je vais vous dire que ces aspects-là, il y a l'incitation, le fait, il faut scinder les choses. Ceux qui sont sortis, qui ont affronté des militaires armés, s'il y a des responsabilités à situer, il faut prendre en compte celui qui a incité. Maintenant, à côté de ça, il peut y avoir des situations où les militaires, sans être provoqués, sont allés pour des raisons données qu'ils connaissent dans des domiciles ou dans des postes de travail tels que les radios et autres pour poser des actes. Il faut faire la part des choses. Justement. Voilà, il faut faire la part des choses. Mais est-ce que ceux qui sont sortis, c'était pour provoquer des militaires ou c'était pour dire non à un coup d'État? Parce que ça, c'est une question fondamentale. Non, en fait, sur la question, revenons à l'essentiel. J'ai dit que c'était par rapport aux conséquences prévisibles. J'ai dit que les coups d'État au Burkina Faso, quand ça se produisait, les gens ne sortaient pas. Recentrons les données. Ça ne peut pas être donc une conséquence prévisible comme le parquet l'entend. Pour pouvoir dire que si c'est arrivé, vous êtes responsable au lieu de chercher à établir les responsabilités des uns et des autres. Ça peut être les militaires et autres, etc. C'est là que j'ai pris l'exemple. Est-ce que vous comprenez? Et soyez rassurés, nous avons compris. Hein, c'est une technique élémentaire en matière de défense. Présenter le supposé coupable en victime. Voilà, ils voudront bien comprendre. Je pense que peut-être qu'il faut évoluer. On va évoluer. Voilà. Alors aujourd'hui, on va dire votre client, principalement M. Diendéré, qui a écopé de 20 ans de prison ferme. Alors qu'au départ, en tout cas, on avait requis une prison à vie. Est-ce qu'aujourd'hui, comme beaucoup le disent, le tribunal n'a pas été clément vis-à-vis de vos clients? Le tribunal, clément, à partir du moment où c'est l'attentat, dans le reste des infractions retenues, l'attentat et la peine, c'est l'attentat, le crime d'attentat qui prévoit une sanction plus longue, c'est 20 ans maximum. Il a pris les 20 ans. Il a pris les 20 ans. Donc, si il avait écopé de crime de trahison, on pouvait comprendre. Parce que la trahison, ça va jusqu'à 30 ans. Nous avons vu le cas de Djibril Bassolé où on a retiré ça contre lui, mais il a eu que 10 ans. C'est le tribunal seul qui peut vous expliquer. C'est là. Moi, je ne peux pas, c'est pas moi qui ai rendu la décision. Voilà. 20 ans, c'est le maximum pour le crime d'attentat à la sûreté de l'État. C'est de 10 à 20 ans. Il a pris 20 ans, je ne sais pas où est la clémence, quoi. Oui, Geoffroy. Au départ, quand on ouvrait on ouvrait donc l'échange, vous veniez beaucoup sur des questions de forme. Et pour vous, c'est ce qui a manqué en termes de précision dans l'évolution des choses. Alors que pour cette opinion qui regardait le déroulé de ce procès-là et qui, pour finir à un moment donné, a commencé à s'enlacer, c'est que vous aviez une vraie volonté de faire durer les choses et de ne pas permettre qu'on parvienne aux décisions qu'on a eues récemment. Non, en fait, en tant que professionnel du droit, nous ne pouvons pas cautionner l'injustice. Quand il y a des problèmes de droit, parce que c'est pas parce que c'est eux qu'on juge aujourd'hui et demain. On a fini avec le procès de Bush. On a presque fini. S'il n'y a pas de recours, c'est fini. Mais ces dispositions, si on les consacre par des jurisprudences, ça va s'appliquer à d'autres personnes. Donc, il ne faut pas avoir faire une fixation sur les personnes parce que c'est des gens qui, bon, c'était les gars qui ont été les acteurs du 16 septembre. Mais demain, la loi a une portée générale. Quand on essaie de tailler les choses sur mesure, ça rattrape toujours les gens. Donc nous, on a posé des problèmes sur la composition, au départ, sur la composition du tribunal. On a estimé que si le ministre, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice est partie civile dans l'affaire, il ne peut pas objectivement proposer les noms des juges. Même s'il n'a pas l'intention d'en profiter, ça pose problème socialement. On n'a pas besoin de faire du droit pour ça. Cette question a été posée. Ensuite, il y a eu beaucoup d'exceptions qui ont été soulevées parce que chez nous, la forme, la procédure, c'est la forme d'abord. Quand on dit qu'un avocat est procéduré, c'est sur la forme. Ensuite,
on attaque le fond. Il y a beaucoup de procès que nous gagnons sur la forme, on n'a même pas besoin de discuter sur le fond. Il semblait que c'était votre stratégie, vous comptiez gagner sur la forme. Non, c'était pas notre stratégie, non, c'était notre contribution pour la construction du droit dans ce pays. Et justement, lorsque nous abordions le sujet, vous parliez de la question de l'expertise de l'ordinateur. Vous disiez qu'on allait y revenir, c'était quoi le problème? Alors, vous savez que pour faire l'expertise d'un appareil, c'est des questions que vous savez peut-être mieux que moi, mais moi c'est la disposition. La disposition du Code de procédure pénale dit qu'il faut, par exemple, votre téléphone, on veut l'expertiser, on le prend comme ça, on remet à un expert, qui après vient vous dire qu'il a retrouvé ça. Si vous contestez, qu'est-ce qu'on fait? La loi a dit que on doit présenter l'appareil, faire le point, avant d'aller en expertise, pour que les conclusions ne soient pas discutables. Ça n'a pas été le cas lorsque l'expert s'en faut a reçu l'appareil. En tant que professionnel, il sait qu'il y a une violation d'une disposition. Le juge d'instruction le sait, puisque sur d'autres questions, notamment sur d'autres questions, il a dressé des PV de remise. Il le sait bien aussi, c'est un professionnel. S'ils ne l'ont pas fait à deux, aucun n'a pu constater qu'il y a une situation qui pourrait amener à douter un peu du rapport qui va en ressortir. On ne peut pas piétiner et venir nous imposer un document, parce que le document de CPND qu'ils ont sorti, qui date du 14 septembre, ce document-là a été utilisé comme élément. Il y a deux éléments qu'on a utilisés pour dire que le général est le cerveau du putsch. C'est d'abord le document extrait dans ces conditions-là. Ils ont dit qu'ils ont trouvé ce document là-bas. CPND, que c'est ce document CPND qui a évolué pour devenir CND. Non, le document est faux. Mais il ne reconnaît pas avoir ce document. Avoir mis ce document dans son ordinateur. Le document est faux, mais il ne reconnaît pas avoir le document. Non, il ne le reconnaît pas. Est-ce que c'est pas de la mauvaise foi? C'est pas de la mauvaise foi de ne pas reconnaître ce document. C'est sincère. Il ne reconnaît pas l'avoir mis dans son ordinateur. C'est faux ou bien c'est... Non, il n'est pas l'auteur de ce document. Ah, d'accord. Il n'est pas l'auteur de ce document. Il n'est pas l'auteur, mais est-ce qu'il n'est pas peut-être le commanditaire du document? Avec qui? Et ça dans je ne sais pas. Non, attends, mon ordinateur, je ne vais pas commander. Je travaille. Vous commandez quelqu'un pour produire un document que vous pouvez maintenant vous commander. À son insu, dans son ordinateur. Je pose la question. Non, en fait, la question du président est claire. Est-ce que c'est sincère C'est sincère. C'est sincère et j'ai insisté là-dessus. J'ai même provoqué à dessein qu'il y ait un débat contradictoire. J'ai dit, l'expert, il est là. Je pose la question de la sincérité parce que devant le tribunal, les gens ont le droit même de mentir pour pouvoir se tirer d'affaires. Ça, c'est connu. C'est pourquoi je pose la question de la sincérité. J'insiste là-dessus. Non, il est sincère. On a insisté là-dessus. Il est sincère. Parce que j'ai l'impression que vous attachez beaucoup plus à la démarche de l'expertise qu'au contenu. Mais pourquoi des professionnels violent la loi pour venir opposer à quelqu'un un document qui est essentiel dans le procès? Pourquoi? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils l'ont fait? Au départ, même la question de la sincérité, c'est même accessoire. Ce que nous avions entendu au départ, c'est qu'il n'avait pas reconnu l'ordinateur comme le sien. Au début, nous avions eu cette information. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, en fait, les références, c'était son ordinateur. Les références qu'ils ont là, c'est même pas ça. C'est pas son ordinateur. Pas ça. Et moi, j'étais là. Il y a même des scellés. Il y a même des scellés qui ne sont pas au général. Donc, c'était pas son ordinateur. Attendez. L'ordinateur, les références qu'il y avait là, qu'ils ont mis sur le PV, quand ils ont lu, ce ne sont pas les références de son ordinateur. Mais ce qui a été expertisé, c'était son ordinateur? C'était son ordinateur. Okay. Mais les références étaient fausses. Maintenant, la deuxième chose, le contenu. Le contenu, ils ont extrait un document. Non contradictoirement. Un document à charge. Et s'il n'y avait pas, ce n'était pas encadré par la loi, on pourrait comprendre. Mais c'est encadré par la loi. Des professionnels foulent au pied la disposition pour sortir un document aussi important. Mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a un complot même derrière le général. Bien sûr. Il y a un complot, il y avait des gens qu'on cherchait et ceux qu'on protégeait. Et donc on a même monté des documents et à charge contre lui. C'est ça. Exactement. Et je maintiens ça. Et je suis prêt à mener tous les débats contradictoires sur la question. Et qui le ferait? Qui le ferait? Qui le ferait? Mais c'est ceux qui avaient intérêt. J'ai dit, si vous n'avez pas suivi ma plaidoirie, j'ai dit que l'instruction, quand j'ai fait le point de l'instruction, ça a été fait pour faire plaisir aux autorités du moment. Même les écoutes que vous avez dans le dossier.
problème. Ces écoutes-là, ce ne sont pas des écoutes administratives. Non, ce sont les autorités de ce moment qui ont commandité ces écoutes. Mais c'est qui? D'accord, maître, quand le juge d'instruction n'a pas demandé de faire des écoutes, quand la police et la gendarmerie ne reconnaissent pas avoir fait ça, et ce document se retrouve dans le dossier, on dit que c'est sur cette base, c'est vous qui avez parlé, etc. Il y a un problème. En fait, je pose la question par rapport aux autorités du moment parce que les premiers moments où nous avons eu ces écoutes, tout le Burkina Faso était en campagne pour les élections de 2015. C'était les autorités de la transition qui étaient toujours là. Vous savez, la date, c'est daté. Alors, on a un souci de temps. On va rapidement vous poser la question essentielle parce que beaucoup veulent savoir. On a déjà passé 18 ans à attendre ce procès. 18 mois à attendre ce verdict-là. Est-ce que vos clients souhaitent faire appel de cette décision? Je ne peux pas répondre à la question en ce moment parce qu'on a convenu, quand il y a eu la décision, on a parlé juste quelques minutes et on a dit comme on a 15 jours, nous allons réfléchir. Et lui aussi va réfléchir. On va se retrouver pour décider. Quelle a été sa réaction dans la prononciation de ce verdict-là? Vous savez, quand quelqu'un, il a compris les choses depuis le début, vu comment l'enquête a été menée à charge uniquement depuis le début, on n'est pas surpris. Être surpris, c'est peu dire. D'accord. Merci à vous, maître Mathieu Somé, un des conseils de la défense dans ce procès de putsch manqué. Et comme on l'a dit, nous souhaitons donner la parole à tous les acteurs de ce procès et bientôt nous allons recevoir la partie civile et également d'autres acteurs qui pourront donner la lecture de ce verdict qui a été prononcé par le tribunal militaire. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, on espère vous avoir donné quelque chose, en tout cas, à revivre dans ce procès puisque beaucoup ont déserté les salles plus tard. Alors, on espère avoir contribué à redonner une idée de comment est-ce que les choses ont été menées comme plaidoyer. Merci de votre fidélité à ce programme. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.